Nous retenons que l'accès difficile à une alimentation de qualité est tributaire d'une bourse réduite et de l'inflation des prix sur le marché. Une situation rendant logiquement difficile, voire impossible, de manger selon ses envies, à sa convenance, tout en respectant les besoins nutritionnels de base. À présent, passons sous le grill de cette symphonie mélodieusement gastronomique de Mewé qui, dans un style folklorique et africanisé, nous fait un récital élogieux des mets typiques du terroir tout en rappelant notre richesse culturelle. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou, à Bouéa. I like a roll, Watakufu, Jama Jama, les Nyondo, les Bobolos. Tu dis que quoi? Ce pays-ci, c'est comment? Le goût de ça est Jean-Pierre Sa, Luchide Nelly. Je m'appelle Tabancui, le shoga de la nuit. Je mange le fruit, le taro et le coquille. Aïda, Eric Bensiki, Christian Nyamela, Maritala, Fantoma, Aïda, Oshwambanda, Bensiki. Vince fecham badenyansa. Manjagi chana sebenyansa. Jamanda, Yvette Nana, Monique Tonen, Colette Chadieu, Henriette Mouchongwe, Grégoire Kiwele, Chinois Yangue, Honoré Ngeta, Baba Jean Samuel Mouchongwe sebenyansa. Baba Victor Fonso sebenyansa. Tu dis que quoi? On va faire comment? Wonderful. Massa, voici le mangambe. Didi Chakoubé. Yandanda, yandanda, tourne-toi, tourne-toi. Dansiki, 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 dansiki. Nayo, Brésil et Jaguar Ramot. Tara, Léonard Chatelain. Ce nyang-la, Tal, Maître Fenze, Jaman Vero, Sylvain Kong, Michel Fongan, Liliane Gabou. Taba, ton, taba. Dinali. Voilà, nous avons respiré en musique avec le titre Tu dis que quoi de Mewé qui nous rappelle mélodieusement notre richesse culinaire et la fierté d'être africain. Nous vous présentons dès à présent nos deux invités qui sont avec nous dans ce studio pour traiter de la problématique d'accès à une nutrition de qualité et amélioration de l'hygiène alimentaire, comment bien manger sans se ruiner. Jocelyn Omengele, bon après-midi. Bon après-midi Gladys. Rappelons que M. Jocelyn Omengele est nutrithérapeute. Maintenant, je me tourne vers Madame Atangna Sonia. Bon après-midi. Madame Atangna Sonia est hôtelière et restauratrice. Donc, nos invités respectifs vont nous donner de plus en plus d'informations sur leurs professions respectives. Monsieur Jocelyn Omengele, nous le rappelons, est épidémiologiste et nutrithérapeute. Alors, Monsieur Jocelyn Omengele, pouvez-vous nous rappeler en des termes digestes comment est-ce qu'on peut définir ces deux disciplines? Ok. Je commencerai par la nutrithérapie. Un nutrithérapeute, en fait, c'est un technicien qui soigne avec de la nourriture, donc qui amène ses patients à manger pour être en bonne santé, avec des aliments spéciaux qui permettent de résoudre certains problèmes physiologiques dans l'organisme de l'être humain.
Et pour ce qui est de l'épidémiologie, en fait, elle permet de pouvoir savoir et évaluer les risques que nous avons dans notre environnement en matière de nutrition, de mauvaise nutrition. D'accord. Vous avez parlé d'environnement, donc je vais me tourner vers Madame Atangna Sonia. Dans quel quartier est-ce que vous résidez? Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots votre environnement? Oui, mon quartier, c'est Oyak, qui est un quartier que j'affectionne particulièrement. Pourquoi particulièrement? Parce que c'est un quartier qui est entouré de beaucoup d'entreprises industrielles. Également, c'est un quartier où on retrouve beaucoup de convivialité entre les habitants. C'est vraiment familial. C'est un endroit où chacun est au courant, entre guillemets, de la vie de l'autre. Si pendant une journée, on ne t'a pas vu, tu vas avoir des voisins qui vont toquer à ta porte pour te demander mais où est-ce que tu es passé? Est-ce que tu es malade? Est-ce que ça va bien? Et pourquoi tu disparais comme ça? Donc voilà, c'est un peu l'environnement dans lequel je réside présentement. D'accord. Puisqu'on parle d'alimentation aujourd'hui, quel est le mets le plus prisé dans votre quartier? Est-ce qu'il y a un mets très prisé? Je dirais non. Tout simplement parce que nous sommes dans un quartier où on retrouve plusieurs ethnies. Et chaque ethnie, ceux qui ont ce qu'on appelle des restaurants de rue ou alors des tourneaux d'eau, chaque ethnie, si c'est par exemple les Bamileke qui sont en train de vendre, voilà, forcément ils vont commencer par proposer leur plat. Si ce sont les Bétis, les Bassa, on aura les différents plats typiques de leur région. Donc dans mon quartier, tous les plats qui sont typiques des différentes régions du Cameroun sont fortement représentés et fortement prisés. Donc vous avez le coq au sud, vous avez le mbongo chez les Bassa, vous avez le ndolé chez les Douala, vous avez la sauce jaune avec le taro, vous avez le héros, etc. Parce que c'est toutes ces différentes régions et qu'on retrouve dans notre quartier. D'accord. Monsieur Menguele, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée et une alimentation de qualité? Je dirais, pour ce qui concerne une alimentation équilibrée, on prendra l'équilibre dans plusieurs domaines. Mais pour faire simple, parce que quand on va parler d'équilibre, on va prendre le volet acide-base. Quand on mange, il faudra chercher à équilibrer l'acide et la base pour éviter une certaine acidose, parce que de plus en plus on privilégie des aliments acides à des aliments basiques. Je vais prendre, nous avons de manière intuitive dans notre alimentation un certain équilibre, bien que ces équilibres sont bouleversés aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple, par exemple, à l'ouest, on mange des pommes de terre avec du haricot. Le haricot est acide, la pomme de terre est basique. Mais la tendance est de manger la pomme de terre avec le riz, qui fait deux aliments acides. Donc à ce niveau-là, on a un déséquilibre déjà. Et on peut aussi parler d'équilibre au niveau des légumes, parce que au niveau des légumes, nous avons des légumes qui ont des protéines, et qui doivent être accompagnés avec des féculents qui ont d'autres protéines. Et cet équilibre permet que vous ayez toutes les protéines nécessaires pour votre alimentation. Je vais encore faire simple en disant, par exemple, quand vous voyez, dans la plupart de nos régions, on mange le couscous de maïs avec les légumes. On a certaines protéines qu'on a dans le maïs, qu'on n'a pas dans les légumes, et certaines protéines qu'on a dans les légumes, qu'on n'a pas dans le maïs. Donc, ça permet d'avoir un équilibre. Maintenant, je vais aller encore dans un autre domaine, de manière générale.
On parle d'équilibre quand on se dit on mange les différents nutriments nécessaires à l'organisme qui sont classés en deux catégories, les macros et les micros. Les macros, on aura des protéines, les lipides, les glucides. Et dans les micros, on aura les vitamines et puis les minéraux et les oligo-éléments. Mais il y a des éléments qu'on oublie souvent dans notre alimentation qui sont les fibres. Les fibres qu'on a à partir des fruits, à partir de certaines céréales aussi. Et aussi un autre élément qui est l'eau, qui est aussi important, qui doit accompagner notre alimentation pour une bonne digestion. Voilà un peu en gros, si on veut parler d'équilibre, comment est-ce qu'il faut manger. Et en matière de qualité, quand on parle d'alimentation de qualité, c'est quoi en des termes simples? Alimentation de qualité, je dirais beaucoup plus, c'est de consommer moins d'aliments manufacturés, de consommer des aliments à partir de nos potagers, des aliments naturels, avec moins d'engrais, bien sûr que l'environnement et puis le développement pousse, la recherche du gain aussi, pousse à faire des cultures avec beaucoup d'engrais pour améliorer la production, mais je crois que nous avons beaucoup d'espace. Nous ne devrions pas nous retrouver en train de manger beaucoup plus d'aliments cultivés avec les engrais. Donc une alimentation devrait être beaucoup plus avec des aliments frais, de qualité, devrait être faite avec des aliments frais que des aliments manufacturés. D'accord, vous avez mis le pied à l'étrier avec la fonction de Madame Atangna Sonia. Donc, depuis quand est-ce que vous exercez le métier de restauratrice hôtelière et est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience dans le domaine? Ça va faire 5 ans que je suis hôtelière, restauratrice. Donc, j'ai commencé avec le soutien du CODES, Caritas, voilà, qui m'a vraiment orientée, on va dire, dans ce domaine où je suis arrivée dans une école. Et au départ, je voulais être réceptionniste. C'est vrai qu'en étant réceptionniste, on est toujours hôtelier. Donc, mais je voulais vraiment me spécialiser dans la réception. Par la suite, j'ai fait la rencontre du PDG de l'école qui m'a dit si tu restes dans le cadre de la réception, tu vas étouffer tout ce que l'hôtellerie peut t'apporter. Voilà. Moi, je proposerais que tu fasses une licence en management hôtelier, spécialement en œnologie et en gastronomie. Donc, l'œnologie, c'est quoi rapidement? L'œnologie, c'est tout ce qui touche à la connaissance du vin. Voilà, qui est quel genre de vin doit accompagner les repas qui sont posés sur la table, etc. Et la gastronomie, c'est tout ce qui touche à l'art culinaire, dans l'ensemble des règles qui tournent autour de l'art culinaire. Donc après, je fais cette licence-là en partenariat avec une école française. J'obtiens ma licence. Par la suite, le PDG me dit, OK, je trouve que tu as beaucoup à donner. J'aimerais que tu travailles avec moi donc, dans mon hôtel et je vais t'orienter autrement, voilà, en restant toujours dans le cadre de l'hôtellerie et de la restauration où on va développer des projets qui ont un lien étroit avec le milieu des aliments. Voilà, et puis par la suite, tu vas voir comment t'étendre. Donc, j'ai commencé à travailler sur des projets en étant en même temps commercial dans cet hôtel-là. Et pour finir, je me suis mise à mon propre compte. Maintenant, vous avez parlé des différents aliments, vous avez étudié les différents aliments, les accompagnements, surtout en matière de vin. Maintenant, s'il fallait voir nos situations à la maison, quels sont les menus que les personnes peuvent se permettre, selon vous, à moindre coût? Parce que vous êtes une femme, vous faites forcément les courses, vous avez une idée des prix sur le marché. Oui, déjà, une petite précision en ce qui concerne le menu. Généralement, on a tendance à confondre le menu et le plat.
Voilà. Un menu est constitué de 3 plats qui sont l'entrée, le plat chaud et le dessert. Donc, lorsqu'on parle de menu, il faut s'attendre à ça. C'est vrai qu'on n'a pas généralement la culture du menu dans nos ménages, mais c'est possible de le faire, c'est possible de commencer à l'intérioriser dans nos ménages. Lorsque je veux par exemple présenter un menu à table, je peux faire simplement comme entrée des carottes avec de la laitue et de la tomate, qui est une entrée froide. En termes de plat chaud, je peux préconiser un plat traditionnel comme l'a dit le spécialiste qui est tout près de moi, sachant que généralement nos mets traditionnels ont la capacité d'être équilibrés. On ne le sait pas, mais il y a beaucoup d'équilibre dans ce qu'on mange dans nos mets traditionnels. On peut préconiser ça en plat chaud, et en plat de dessert, on peut se faire des fruits qui sont des fibres et très bons pour l'organisme et à moindre coût, surtout quand on prend en considération que des fruits, c'est pas saison. Comme maintenant on a des mangues sur le marché, on peut acheter des mangues qu'on propose aux enfants après avoir fini de manger une mangue, une orange, pourquoi pas, ainsi de suite. D'accord. Maintenant, Monsieur Mengele, quels sont les besoins nutritionnels de base? On dirait en besoin nutritionnel de base, comme j'avais déjà dit avant, nous avons besoin d'une quantité de protéines, de glucides, je vais un peu énumérer en parlant de protéines. En parlant de protéines, on dira de la viande, du poisson, de la volaille, et certains légumes comme le soja. Et on va aussi parler des glucides. Parmi les glucides, on prendra les fruits principalement, que nous connaissons tous. On aura aussi quelques légumes qui peuvent nous donner ces glucides, tels que la carotte cuite, la pomme de terre. Et nous avons les lipides. Les lipides, on les a les meilleurs, c'est ceux à base du poisson. On a les huiles végétales, on a nos huiles que nous avons pressées souvent de manière naturelle, l'huile de palme, nous avons l'huile d'arachide, nous avons aussi besoin, je ne manque pas toujours de dire qu'on a besoin des fibres. On a besoin des fibres. Les fibres, on les a dans nos légumes, dans nos fruits. Et puis, nous avons besoin de l'eau aussi pour accompagner. Quand vous avez une alimentation, vous avez vos fruits, légumes, viande ou poisson, vos féculents, vous avez pratiquement une alimentation complète. Maintenant, comme je disais avant aussi, il faut faire un choix. Il y a des féculents qui ne vont pas avec certains accompagnements de sauce ou de légumes. Donc, il faut aussi faire un peu attention à cela. Ça peut causer d'autres problèmes d'indigestion parce que vous avez mélangé un féculent avec une sauce qui n'allait pas ensemble. Donc, de manière simple, voilà un peu comment est-ce qu'on peut manger équilibré. D'accord. En attendant de revenir vers vous, vous avez dit un mot intéressant, accompagnement. Madame Sonia, c'est quoi un accompagnement? Un accompagnement, comme son nom l'indique, il est là pour accompagner généralement les sauces. Parce que en cuisine, lorsqu'on parle de cuisine, on prend beaucoup en considération la sauce. C'est un peu comme la pièce maîtresse. C'est elle qui va déterminer à quoi elle sera mangée ou avec quoi elle sera mangée. Ou avec quoi elle sera mangée. Et le reste, maintenant, ce sont des accompagnements de cette sauce-là. Donc, on a du riz, on peut avoir du riz, du plantain, des pâtes qui sont également des accompagnements. Donc, on va aller par catégorie. Donc, on a les tubercules, on peut avoir les céréales. Donc, il y a vraiment tout ce qui vient aider à manger la sauce. Terre à terre. Et puis, je voudrais ajouter que vous avez parlé
de manger équilibré. Je pourrais dire manger sain. Dans votre base, dans l'alimentation, ça devrait être les céréales. Après les céréales, parce qu'il y a une pyramide dans notre alimentation, on mange beaucoup plus, on doit pouvoir manger beaucoup plus de céréales. Et des céréales complets. Je reviens dessus parce que j'étais au nord, j'ai découvert quelque chose. On mange le maïs, on le décortique, on enlève tout le son, on donne le son aux animaux et on mange la poudre de maïs. Ça, je leur disais que c'est une mauvaise façon de manger le maïs. Le maïs, vous devez le manger en entier. C'est-à-dire quand vous l'écrasez pour faire votre sauce, vous le préparez avec le son. Parce que quand vous enlevez le son, ça veut dire que vous avez complètement dénaturé le maïs. Donc, on doit pouvoir manger les céréales complètes dans notre alimentation. J'ai pris le cas du maïs, ça pourrait être le cas du sorgho, ça peut être le cas du soja. Et au-dessus, après les céréales, on a les légumes, les fruits et les légumes. Après cela, on a les protéines. Et au-dessus, on a les glucides et les lipides. Donc, on consomme moins de sucre, moins d'huile, un peu plus par rapport aux glucides, un peu plus de protéines. Et maintenant, par rapport aux protéines, un peu plus de légumes et de fruits. Et maintenant, par rapport aux fruits, un peu plus de céréales complètes. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on doit constituer notre alimentation saine. Là, maintenant, je parle un peu en termes de nutrithérapie. C'est pourquoi j'ai voulu insister sur l'élément sain de l'alimentation. Et quels sont dans ce cas les bénéfices d'une alimentation saine? Les bénéfices, c'est déjà garder de l'énergie. J'aime souvent prendre l'exemple d'un enfant, 15 ans, en dessous de 15 ans. Vous pouvez l'envoyer 5-6 fois dans la journée, aller faire une course en route. Mais vous, à un certain âge, quand vous y allez une fois et quand vous rentrez, vraiment, vous ne voulez plus sortir. Donc, en rentrant le soir, on fait toutes les courses pour qu'on n'oublie rien et qu'on n'ait pas à ressortir pour faire une course. Donc, on perd de l'énergie en fait. Hein? Quand on ne mange pas sain, on perd de l'énergie, on a des matinées de la flemme, on n'a même pas envie d'aller au travail, on est fatigué. Or, avec une alimentation saine, on est toujours vibrant, on a de l'énergie, on peut vaquer à ses occupations sans toutefois se sentir fatigué. Certes, il y a une petite fatigue en fin de journée, une journée accomplie, mais le lendemain, on s'est reposé, on a bien dormi, on a eu une nouvelle journée, une nouvelle énergie, on peut facilement vaquer à nos occupations. D'accord. Est-ce qu'il y a une réglementation sanitaire, gastronomique stricte concernant le nombre de fois qu'on doit s'alimenter par jour? Oui, il faut vraiment être strict à ce niveau. Et je conseille beaucoup. On dit souvent il faut manger le matin comme un roi. Il faut manger suffisamment le matin. Et quand je cause avec les gens, je dis il faut manger le matin. On me dit non, si on mange le matin, on sera fatigué. On est fatigué si on ne fait rien. Mais si on mange le matin et qu'on doit travailler, on verra qu'on aura l'énergie nécessaire pour faire son travail et on ne va pas se sentir fatigué. Et on a le temps de brûler tout ce qu'il y a comme calories. On ne va pas stocker parce que ce qui n'est pas brûlé est stocké sous forme de graisse, d'où la propension de l'obésité dans notre environnement. Donc, il faut manger 3 fois par jour, matin, midi, le soir. Le soir, il faut que ce soit un repas léger et que ce soit avant, au plus tard 20h. En fait, si on se couche à 22h, qu'à 18h, 19h, on est déjà mangé. D'accord. Vous avez nommé dans votre argumentaire certains risques encourus
en cas de non-respect de ces recommandations-là, comment est-ce qu'on peut les résorber dans ce cas? Il faut, comme j'ai dit, il faut manger 3 fois. Déjà manger, il faut... parce que déjà, j'aime toujours prendre des exemples. Vous imaginez, vous êtes au bureau, votre boss, il passe toute la journée dehors, c'est à 18h qu'il vient vous donner, ou à 17h qu'il vient vous donner un travail. Hein, et vous demande de lui livrer ce travail à 18h. Vous imaginez l'effort que vous allez faire pour lui livrer le travail à 18h. Vous avez beaucoup de chances de bâcler ce travail, de ne pas le faire. Pourtant, si vous avez remis le travail le matin, vous aurez eu tout le temps de le faire, de bien le faire et de lui donner un travail bien fini. Ainsi fonctionne notre organisme. Quand vous venez avec, vous n'avez pas mangé le matin, vous n'avez pas mangé à midi, tout ce que vous aurez dû manger le matin à midi, vous venez donner ça à votre estomac le soir. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il ne va pas faire le travail parce que l'heure de se coucher est déjà là. Donc l'heure d'arrêt de travail est déjà là. Vous lui donnez un aliment à la dernière minute, il ne va pas faire le travail, il va le découper et puis le dispatcher dans tout votre organisme. Votre foie ne pourra pas aussi continuer le travail des nettoyages qu'il doit faire. Et vous vous retrouvez avec des maladies. Le matin, vous êtes fatigué. Avec le temps, vous avez une obésité qui se développe. C'est beaucoup plus la fatigue qu'on ressent directement. Les autres maladies, elles viennent avec le temps. Mais là, vous vous sentez très lourd le matin quand vous mangez tard le soir. D'accord. Madame Sonia, quelles sont précisément les activités que vous exercez dans le cadre de votre fonction? Dans le cadre de ma fonction, j'exerce pas mal d'activités parce que on a été formé, excusez-moi de dire toujours, je parle toujours au nom de l'entreprise. Donc, on a été formé dans un milieu où un hôtelier, un restaurateur est capable aussi bien d'entretenir la chambre qui va accueillir le client que d'accueillir le client à la réception, d'être un bon serveur et en même temps un bon cuisinier. Il doit aussi être capable d'être un très bon commercial parce qu'il faut qu'il vende les chambres et qu'il puisse gagner de l'argent. Il doit être un bon contrôleur. Il doit connaître les notions d'hygiène qu'on appelle généralement les bonnes pratiques en hôtellerie, en restauration. Donc, ça fait que tu te retrouves pratiquement à tout faire. C'est un peu compliqué de le dire, mais en tant qu'hôtelière, je fais tout. Je cure les toilettes très bien. Je nettoie le sol proprement. J'arrête mon plateau très bien. Je vous fais un plat traditionnel ou gastronomique très bien aussi. Je suis une très bonne commerciale et au-delà de ça, en plus de cela, on va dire, j'ai eu la latitude de gérer pas mal de projets. D'ailleurs, parmi lesquels il y a un projet qui m'a fait voyager pour aller en Afrique du Sud représenter la ville de Douala lors d'un festival qui avait été organisé à Durban, où entre villes portuaires, on devait se faire des échanges concernant notre culture culinaire. Donc, ce qui fait que, voilà, je suis un peu dans ce volet où je fais sensiblement plein de choses. D'accord. Alors, Monsieur Mengele, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'il est possible de cuisiner en conservant tous les nutriments? Lorsqu'on va faire sa liste de courses, on va au marché, on achète des carottes, on achète des tomates et tout ce qui va avec pour faire peut-être une sauce pour accompagner nos tubercules, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une façon de les cuisiner pour conserver les nutriments? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que le maïs, il y a des personnes qui dépulpent, qui retirent tout le son et qui ne mangent que la poudre. Et à ce moment-là, la poudre en elle-même n'est pas vraiment riche en nutriments. On peut conserver. Il y a des aliments qui n'ont pas besoin d'être cuits pendant longtemps. Il y en a dont on a besoin de cuire aussi pendant longtemps. Ça dépend du type de cuisson. De manière traditionnelle, sans le savoir, sans avoir fait des recherches, on cuisinait de manière saine.
Oui, on cuisinait de manière saine. Donc, je vais prendre le cas du haricot. Vous le trempez d'abord avant de le faire cuire. Et quand vous le faites cuire, par la suite, quand vous continuez la préparation, vous le mettez à la fin, parce que vous l'avez déjà fait bouillir. À la fin, vous faites votre sauce tomate, et maintenant vous versez votre haricot à la fin. Il n'a plus besoin de cuire. Il y a certains aliments dont on n'a pas besoin de... Par exemple, moi, quand je prépare le coq, ce que les gens pensent souvent que le coq, c'est un aliment qu'on met au feu, il cuit toute la nuit. Je prépare le coq, je le cuis en 5 minutes. On est curieux de savoir pourquoi. Donc, tu fais ta sauce d'arachide avec tout ce qu'il y a comme obstacle à l'intérieur, comme on aime souvent dire. D'accord. Et puis à la fin, il faut que tes feuilles de coq soient fraîches. Quand elles sont fraîches, tu les laves, tu les mets dans ta sauce, tu couvres 5 minutes après. Elles sont plus molles que celles qui ont été cuites pendant toute la nuit. Ça, c'est une technique centrafricaine chez les Sango qui le font, on mange avec le couscous de manioc. D'accord. Il y a des techniques pour pouvoir conserver. Par exemple, vous avez la carotte. La carotte, elle n'est pas bonne cuite pour un diabétique parce que son index glycémique est un peu plus élevé. Il y a des aliments, quand ils sont cuits, qui deviennent un peu ne sont plus bons pour certains types de personnes. Quand vous cuisez les légumes, c'est pourquoi il faut souvent sauter. Il y a certains légumes qu'il faut sauter. Il ne faut pas cuire, juste sauter, passer à l'huile. Elle est mieux placée peut-être pour le dire. Et on est souvent surpris de voir des légumes tout verts quand on nous les sert. Oui, quand vous allez au restaurant, vous demandez à manger des carottes, des choux frisés, des haricots verts. C'est des éléments qu'on ne cuit pas trop parce que quand vous les cuisez, ils contiennent un sucre composé. Quand vous cuisez, le sucre se décompose. Donc on a des monosaccharides qui vont avoir une digestion plus rapide et vont provoquer une production d'insuline abondante pour la digestion. Et cette insuline va se balader dans le corps et ce sucre qui ne sera pas digéré ou qui sera rapidement digéré sera transformé en graisse et sera stocké dans votre organisme. Donc c'est pour ça que vous voyez certaines cuisines, on est obligé de juste passer à la flamme et on le fait même parce qu'on veut tuer, si jamais il y a des bactéries qui sont, on essaie de passer ça pour essayer de les éliminer. Donc c'est un peu ça. Tout à l'heure, Madame Sonia vous emboîtait le pas, donc elle a sûrement quelque chose à ajouter à votre argumentaire. En fait, je voulais dire que généralement, en plus de ce que il a dit, les aliments comme les carottes ou les haricots verts, on ne les fait pas souvent cuits parce qu'on veut également garder la couleur. C'est beau parce que dans la restauration, on met le côté nutritionnel, voilà, qu'il a révélé. Il y a aussi des sens qui sont mis en avant et parmi ces sens-là, il y a le visuel. D'accord. Vous voyez un peu, donc lorsque on sait qu'on va servir des carottes, des trucs, il ne faut pas que tu viennes servir des carottes qui sont totalement cuites et qui sont totalement aplaties. Il faut que ce soit très beau aussi et que l'œil puisse dévorer avant que la bouche non démorde. D'accord. Voilà. D'accord. Dans tout ce qu'on a dit, il y a tout le temps le concept alimentation saine qui revenait et surtout la valorisation de nos mets du terroir. Alors, quel message vous pouvez adresser à nos auditeurs concernant la cuisine de nos mamans?
Ah, déjà, je vais dire, moi, je suis fan. Je suis fan de la cuisine traditionnelle camerounaise parce que, figurez-vous, c'est une cuisine qui a beaucoup de vertus. Elle a beaucoup de vertus en ceci que il y a d'abord le côté saveur. Lorsqu'une maman cuisine quelque part et que tu passes près de la fenêtre, le parfum t'enivre. C'est-à-dire, avant même de manger, il y a d'abord ce bon parfum qui est dégagé des épices que maman a mis dans son plat. Oh mon Dieu, moi, c'est à chaque fois j'ai envie de m'arrêter pour dire, maman, est-ce que tu peux pas me mettre un peu dans le plat là que je goûte? Et maintenant, au-delà de ce parfum qui dégage, il y a le goût. Pourquoi le goût? Il nous a été enseigné que les épices que nous utilisons, déjà je fais une parenthèse pour dire que le Cameroun a près de 140 épices qu'on retrouve dans les 10 régions. Et il nous a été enseigné, comme je disais, que les épices favorisent vraiment la montée du goût. Donc, ça réveille les papilles, ça te donne envie de manger. Quand une nourriture est bien épicée là, et quand on dit épice là, ça peut être du gingembre à l'intérieur, du curcuma, du piment ou quoi que ce soit. Du poivre blanc. Du poivre blanc, du poivre noir, du céleri. Bref, quand il y a des épices, tu as envie de manger. Donc, ce qui fait que le goût, tu sais que la majorité de nos plats, je vais prendre la sauce jaune qui est fortement épicée. On y retrouve peut-être 10, 11 ou 12 épices. Je dis n'importe quoi, mais je sais que c'est entre 10 et 12 épices la sauce jaune. D'accord. Une fois sur le palais, ça te renverse. Et maintenant, les mets traditionnels encore ont ce côté culturel. Vous savez, comme j'ai évoqué tout à l'heure, ces épices-là, lorsque tu manges un plat, instinctivement, tu as envie de te demander, mais d'où me vient ce plat? C'est quoi ce plat? C'est quoi l'histoire de ce plat? Et par l'histoire de ce plat, tu vas découvrir l'histoire d'une région, tu vas découvrir la culture d'une ethnie, ainsi de suite. Donc, il y a ce volet également culturel qu'on retrouve dans les mets traditionnels. Donc, on a le bon goût, on a le volet culturel, on a le volet même touristique qui est lié aux différents mets. Et maintenant, on a le volet, je pense que le professionnel qui est là va m'aider dans ce sens. Il y a le volet médicinal, parce qu'on a fait des recherches justement avec les épices. On s'est rendu compte que les épices participent à diminuer les risques, n'est-ce pas, des maladies, par exemple cardiovasculaires, des maladies de l'obésité, des maladies de diabète. Pourquoi? Parce qu'il y a des épices qui sont des antioxydants et des épices qui sont des anti-inflammatoires. D'accord. Dans ce cas, je vais me tourner vers Monsieur Mengele qui a certainement un dernier mot à nous adresser en rapport avec notre thématique. Oui, ce que je peux dire pour conclure, c'est que qu'on apprenne à concocter nous-mêmes nos plats pour être sûr que nous mangeons bien. J'ai une petite histoire que je vais raconter. Je sors d'un commando. J'aime souvent le dire. Parce que c'est le quartier. Bon, il a changé aujourd'hui parce que c'était le quartier des gangsters. Quand j'ai commencé à travailler, je rendais visite à maman qui était encore. Et on restait, vendait sa banane au bord de la route. On est assis. Elle me dit, mon fils, j'espère que tu ne vas pas avoir ce genre de vie. Je dis quoi? Tu vois ces Maliens qui sont au bord de la route, qui font les spaghettis sautés avec les œufs, l'avocat, le lait, que tu ne manges pas ce genre de choses. Elle me dit, mais ça c'est du gaspillage. Regarde la dame qui passe là, elle va avec ses 3 enfants. Elle va dépenser pratiquement 2000 pour leur acheter le repas du soir. Elle va prendre le plat de spaghettis avec du pain, les œufs et tout. Elle sera allée au marché avec ses 2000 francs. Elle aurait cuisiné. Les enfants auraient mangé à midi, le soir. Et peut-être même il y aurait eu un reste pour le lendemain. Donc là, 2000, c'est juste pour le repas du soir. Pour dire qu'en faisant la cuisine nous-mêmes, on réduit énormément le coût qu'à avoir la paresse du soir
à manger. On peut avoir un soir envie de manger ses beignets de maïs faites par une Togolaise ou une Béninoise, mais on ne va pas faire de cela un repas de tous les soirs. Il faut éviter certains repas du coin de la rue, déjà, qui quelquefois ne sont pas très sains. Donc, il faut faire ces repas soi-même. Donc, parvenu au terme de cette édition, rappelons notre thématique du jour, problématique d'accès à une nutrition de qualité et amélioration de l'hygiène alimentaire, comment bien manger sans se ruiner, or the issue of access to quality nutrition and improving food hygiene, how to eat well without breaking the bank. Nous avons épuisé les aspects de cette thématique avec nos honorables invités, Monsieur Omengele Jocelyn et Madame Atangna Sonia, qui intervenaient respectivement en qualité de nutrithérapeute et en tant que hôtelière et restauratrice. Nous tenons à vous adresser un vibrant merci à vous, chers auditeurs. Merci également à notre équipe de communication et au doyen Ako qui est à la technique ce jour. Au micro de présentation, je suis Gladys Sani. Nous vous retrouvons le mois prochain pour une autre thématique. Restez scotchés sur les 96.9 FM Radio Vérité.